Ok, bonjour à tous. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, bienvenue à cette première journée de conférence à Devox. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler de Gradle. Alors je suis assez content de faire cette session parce que ça fait 3 ans que j'essaie de placer une session sur Gradle à Devox France. Et enfin, ça y est, j'en ai une. Donc pour la réussir, il a fallu que je mette Maven dans le nom du talk. Donc je vais être obligé de troller un petit peu quand même. Alors il y a des petites subtilités, je vous laisserai les découvrir. Euh, donc pourquoi en fait ce talk? C'est aussi parce que je considère que Gradle c'est vraiment autre chose que Maven, et donc dans cette session, moi ce que je vais essayer de vous montrer, c'est un petit peu ça. Et la salle est assez blindée, donc je suppose que parmi vous, il doit y avoir pas mal de frustrés de Maven, donc bienvenue, et passez du côté clair de la force. Alors, qui je suis? Donc moi, je suis Cédric Champeau, je suis développeur de Groovy Core. Donc je suis employé aujourd'hui par Pivotal pour développer le langage Groovy. Donc je suis donc Pivotal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui inclut maintenant toutes les technologies open source qui viennent d'EMC, de VMware, Spring Source, etc. Donc il y a énormément de produits là-dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions après la session sur ce que c'est. Donc moi, dans Groovy, j'ai particulièrement travaillé à partir de Groovy 2, un petit peu avant en tant que contributeur open source, mais à partir de Groovy 2, donc c'est moi qui ai fait, ou commis selon, le type checker et le compilateur statique dans Groovy 2, et donc dans Groovy 2.3 aussi, là ce qui va arriver, donc les traits. Donc pour vous donner une petite idée, voilà, donc Groovy c'est un projet qui date de 2004 et sur les 3 dernières années, je suis le plus gros contributeur. Le deuxième étant Paul King, qui est une personne externe à Pivotal, ce qui est important pour moi parce que on voudrait qu'il y ait plus de personnes qui participent au développement de Groovy. Donc si votre société a envie de sponsoriser du développement de Groovy, n'hésitez pas, on est totalement ouvert. La preuve. Donc un petit peu de pub, si vous êtes intéressé sur le thème de Groovy, ce soir on a le BOF Groovy à 19h30, et puis demain donc, Guillaume vous présentera les nouveautés de Groovy, notamment 2.3. Alors je vous parle beaucoup de Groovy, pourquoi? Parce que Gradle utilise Groovy en interne, donc je vais expliquer un petit peu pourquoi. Voilà. Donc d'abord, le petit plan rapidement, on va essayer d'expliquer rapidement ce que c'est que Maven quand même. Gradle avec un seul D. Je vois beaucoup de mails tout le temps en France, avec Gradle avec 2 D. C'est plus facile à trouver avec un seul D. Et à la fin, donc voilà, je vais essayer de voir pourquoi, une fois que vous aurez goûté à Gradle, vous n'aurez plus du tout envie de revenir à Maven. Alors, qu'est-ce que c'est que Maven? D'abord, c'est mon point de vue en tant qu'ancien utilisateur de Maven. C'est qu'est-ce que pour moi Maven a apporté dans le monde de la build. Et le plus gros avantage, celui qu'il faut retenir, c'est d'abord structurer ses builds. Avant, c'était le bordel. On avait du Ant, on avait des scripts makefile, etc. Chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait dans son coin. Maven est arrivé, il a tout structuré, il a dit maintenant src main Java, src main ressources, src test, etc. Ça structure tout. C'est génial parce que quand vous avez un développeur qui arrive dans votre projet, il ouvre le projet, il regarde et ça y est, où sont les sources, il sait exactement où il doit chercher les tests, etc. etc. Donc il y a ça, il y a cet aspect convention, où trouver des informations, où trouver son code. Et derrière, comme il y a de la convention, on peut aussi gérer de la convention au niveau de ce que doit être une build, donc le life cycle d'une build. Je suppose que vous êtes tous à peu près familiers avec ce que c'est qu'un life cycle de build dans Maven. Est-ce que oui, non? Ça va? Il y en a qui ne connaissent pas du tout Maven, peut-être? Ok. Il y en a qui connaissent Gradle, déjà? C'est bien. Donc le life cycle, c'est un gros avantage de Maven, mais c'est aussi un de ses gros inconvénients. C'est qu'il est très strict sur ce que doit être le life cycle. Maven est souvenu avec son gestionnaire de dépendance, donc le fait de pouvoir aller télécharger un artefact et que ça ramène automatiquement tout ce qui dépend de cet artefact. Donc voilà, on va se ramener du Log4j, etc. Donc c'était miraculeux, c'était génial. Moi j'étais le premier à faire wow, c'est super, c'est tout ce qu'il me fallait depuis 10 ans. Mais très vite, on rencontre des problèmes de conflits à gérer. Et parfois,
c'est très 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 frustrant parce que on a beau mettre des exclusions, ça vient quand même. Ça arrive. Bon, c'est pénible. Mais c'est vachement bien. Il y avait un système de gestion de dépendance. Alors, Ant, ils étaient un petit peu jaloux. Ils ont dit, ouais, nous aussi, on en veut. On fait Ivy. Donc, Ivy qui est sorti, avec gestion de dépendance aussi, et d'autres bugs. Donc, Ivy, par exemple, gère très très mal la notion de snapshot qui existe dans Maven. D'autres choses sur Maven qui sont très intéressantes, c'est quand même la communauté autour. Donc, il y a énormément de plugins dans Maven. Il y en a des milliers. Et si je dis des millions, c'est peut-être parce qu'il y a des millions de développeurs et qu'à chaque fois que vous avez un problème, vous n'avez pas d'autre choix que de développer un plugin. J'ai dit que je trollerais un peu. Et la dernière chose qui est pour moi la plus grosse critique que je peux faire à Maven aujourd'hui, c'est qu'il y a des idées très arrêtées sur tout. Alors les conventions, c'est bien, mais quand ça vous embête, c'est pénible. Et donc, comment on passe outre ça? Dans Maven, il n'y a pas tellement de choix. Alors, je vais donner 2-3 idées de ce que c'est que des conventions qui sont pénibles. Mais d'abord, un petit retour en arrière. Maven, c'est quoi? C'est du XML. Un XML, c'était bien il y a 10 ans, c'était bien. C'était génial, XML. Mais moi, je suis un humain, je suis un être humain, moi. Ce que j'écris, c'est pas du XML. Le XML, c'est pour les machines, c'est pas pour nous. Moi, je suis un développeur, j'ai envie d'écrire du code, j'ai envie d'écrire quelque chose que je peux relire. Du XML, c'est très très bien pour les machines. Alors, on a ça dans Maven 1, 2, 3, dans Ant aussi, on l'a. Oui, c'est à peu près à la même époque que tout ça est né. Donc, on a mis du XML partout. Même peut-être dans Maven 4, sûrement. Et donc l'erreur à commettre, pour ceux qui connaissent un petit peu Gradle, c'est de se dire, en fait Gradle, ça va être du Maven sans du XML. C'est vrai. Il y a du XML, il n'y en a plus. Ouais, voilà, plus de XML. Mais c'est pas que ça. Donc cette erreur, je pense que c'est un petit peu le problème du polyglotte Maven, qui est maintenant un projet de Takari. Donc Takari, c'est un nouveau projet d'un des fondateurs de Maven. Et Polyglot Maven, c'est ça, en gros, on va vous dire, mais il n'y a pas besoin de Gradle parce que nous, maintenant, ça y est, on peut faire des DSL, on peut écrire sa build de Maven en Scala, on peut l'écrire il y a même du Groovy, je crois, enfin, il y a plein de choses, donc vous n'avez pas besoin de Gradle. C'est pas vrai. Qu'est-ce que ça va être que Gradle, du coup? Gradle, c'est un peu de tout ça. Gradle, il prend de l'héritage de pas mal de monde. Il prend de l'héritage de Ant, donc qui existait à peu près au même moment que Maven 1, donc du XML aussi, mais Ant, son gros avantage, comparé à Maven, c'est que quand on a besoin de bidouiller sa build, c'était facile, quoi. Alors facile, c'était du XML, mais on pouvait le faire. Donc il y avait toujours moyen de faire des trucs très cons, genre copier un fichier à un endroit où il va aller. Un des problèmes fondamentaux de tous les outils de build, c'est quand même qu'on a besoin de faire du spécifique à un moment. Parce que moi j'ai envie de dire, si on n'a pas du spécifique à faire dans notre build, c'est qu'on n'a pas besoin d'une petite build du tout. D'accord? On a toujours besoin de faire un truc spécifique dans une build. Avec Maven, c'est compliqué. Alors, normalement, on écrit un plugin ou on triche. Alors, en fait, j'ai installé le plugin Ant et dedans, je peux faire du Ant. Je n'ai pas le droit de le dire. Mais voilà, il faut tricher. On s'inspire aussi de Maven, donc j'ai expliqué pourquoi. Donc Ivy, pourquoi Ivy? Parce que les premières versions de Maven qui sont sorties avant la 1.0, alors pour ceux qui ont essayé Gradle avant la 1.0, je suppose que c'était une expérience un petit peu pénible pour vous, parce qu'entre chaque version, vous deviez rechanger beaucoup de votre build, parce que les API n'étaient pas stables, etc. Depuis la 1.0, c'est un petit peu l'effet inverse, c'est-à-dire que les API ne changent quasiment pas, et tout est extrêmement stable, très backward compatible. Et donc Ivy, c'était le premier moteur de gestion de dépendance utilisé dans Gradle. Le problème, je viens de vous dire qu'Ivy s'est buggé. Alors bon, Maven, c'est pareil, ils ont sorti leur moteur qui s'appelle Aether, qui a été extrait de Maven, c'est le moteur de résolution de dépendance de Maven. Et puis, voilà, on a deux moteurs de dépendance. Donc en fait, ce que fait Gradle, ils se sont dit, ok, donc on a Ivy, c'est buggé, on a celui de Maven, c'est buggé, nous on va faire une couche au-dessus. Et au lieu de dire,
on a notre moteur de dépendance, et puis c'est ni celui de Maven, ni celui d'Ivy. En fait, c'est vrai, mais la grosse différence de philosophie, c'est que vous avez la main sur ce moteur de dépendance, et quand il décide de faire quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous avez envie de faire, et bien vous vous pluguez dedans et vous résolvez le problème. Donc j'aurai un exemple à montrer là-dessus. Le dernier point, donc c'est la raison pour laquelle c'est moi qui fais ce talk aujourd'hui, c'est Groovy. Donc Groovy est utilisé dans Maven, oui, dans le polyglotte, dans Gradle, pour toute la partie DSL du langage. Et donc l'exemple, le premier que je vais vous donner, c'est l'exemple le plus basique, c'est comment je compile un projet Java avec Gradle. Voilà, bah ça va ressembler à ça. Donc en fait, la seule chose qui est strictement nécessaire dans ce fichier de build, c'est la première ligne. Apply plugin Java. Et derrière cette ligne-là, il se passe tout un tas de trucs magiques. Et donc, par exemple, on est en train d'expliquer à Gradle qu'on va utiliser les conventions Java. Et donc, il va savoir comment on compile du Java, etc. On peut déclarer effectivement, voilà, pour la gestion de dépendance des repositories. Donc là, on va lui dire, je tape sur Maven Central. Mais c'est pas tout. Il y a des fois, vous avez des repos en interne en entreprise, où là, vous n'avez pas le droit de taper sur l'extérieur. Ou simplement, votre repo, c'est un dossier partagé sur Windows Server, machin bidule. Vous avez des libs qui sont quelque part là-bas, il faut pouvoir y accéder. Gradle, il ne va pas vous dire, non, il faut que ça soit un repository Maven, sinon tu fais rien. Non. Dans Gradle, tu vas déclarer, tu vas dire, là, j'ai un repository ici, et puis il ressemble à ça, tu peux récupérer des artefacts comme ci, comme ça. Donc on peut faire plein de choses comme ça. Et derrière, là, je vais juste lui dire, pour compiler mes tests, j'ai besoin de JUnit. Point final. Donc, le strict nécessaire, c'est ça. Si je n'ai pas de dépendance, je peux enlever tout ça, c'est terminé. Et là, je compile un projet Java. Donc, un argument qui est souvent donné sur Maven, c'est simple, il n'y a qu'à suivre les conventions. Ok, c'est une façon. Donc Gradle, c'est pas pareil. On va te dire, ce qui n'est pas possible de faire normalement dans une build, on va quand même essayer de le faire. Mais par contre, tout ce qui est possible de faire, ça doit être possible de le faire de manière la plus simple possible, et il faut que ça soit élégant de le faire. Donc là, quand on dit sur le slide d'avant Apply Plugin Java, la magie derrière, c'est de dire en fait, je vais respecter les conventions Maven de base. Et donc je vais trouver mes sources dans SRC Main Java, mes tests dans SRC Main Test, etc. Mais ça, ce sont des conventions qui sont bâties par le plugin Java. Donc Gradle, son gros avantage par rapport à du Maven, ça va être ça. Ça veut dire, en fait, vous avez beaucoup de gens qui vous disent Gradle, c'est du code. Moi, là-dedans, effectivement, c'est du code si tu sais que c'est du Groovy. Ceux qui ne font pas du Groovy, ils peuvent dire c'est un fichier de déclaration de conf, quoi. Il n'y a pas de code là-dedans. C'est de la déclaration. C'est que déclaratif. Et donc souvent, ceux qui vous disent Maven, c'est bien, Gradle, ça sert à rien, vous disent c'est parce que Gradle, c'est du code et on fait de la merde dedans. Ok, tu peux faire de la merde, mais tu peux faire de la merde dans n'importe quel projet. Donc Gradle, c'est bâti, le cœur de Gradle, c'est les conventions. Donc il y a la notion de convention over configuration qui est dans Maven, mais il va vous fournir des outils pour construire vos propres conventions. Donc ça veut dire que quand vous héritez d'un vieux projet qui a été codé dans je ne sais pas quoi, avec des builds Ant, etc., vous avez la possibilité avec Maven, avec Gradle, de lui apprendre comment est conçu ce projet. Donc, quelles sont les conventions, où est-ce qu'il doit trouver les fichiers sources, où est-ce qu'il doit trouver les tests, tout ça. Donc, petit à petit, vous allez pouvoir reprendre une build existante et puis peut-être essayer de la transformer pour qu'elle ressemble plus aux conventions du moment. Mais l'idée, c'est de dire, vous avez des conventions préexistantes, utilisez-les. Ça ne sert à rien de les changer, c'est parce qu'on vous demande. Votre boulot, ce n'est pas d'écrire des builds, votre boulot, c'est de coder. Donc, il y a une build existante, on voudrait la transformer pour qu'elle soit plus maintenable, etc. Faisons-le par étapes et perdons pas de temps à le faire. Donc, on va pouvoir faire des conventions avec un S. Et donc, comment ça marche? Derrière, comme effectivement c'est un DSM Groovy, tout ça, on a accès à une API qui est super riche. Et cette API, elle vous donne des hooks à peu près partout. Donc, on va pouvoir se plugger dans le lifecycle. On va pouvoir introduire des nouvelles tâches.
On va pouvoir aller dans le système de gestion de résolution de dépendance pour résoudre des conflits, etc., etc. Donc le modèle, en fait, tout le modèle de build, le pom.xml qui existe dans Maven, ben en fait, ce modèle-là, vous y avez accès dans le build. Donc qu'est-ce que c'est qu'un pom.xml dans Maven? En fait, pour moi, il y a un gros souci dans le pom.xml. D'abord, c'est le descripteur de la build. Donc il vous dit quels sont en gros les plugins que vous allez appliquer et quelles sont les dépendances. Basiquement, c'est ça, hein, pas beaucoup plus. Vous allez donner un artifact ID, etc. C'est des conventions, ça. Le fait de nommer avec un groupe ID, etc. Vous avez un fichier, et ce fichier, il est monolithique, énorme. Des fois, il peut faire des centaines, des milliers de lignes, parce que déjà c'est du XML et que ça bouffe de la place pour rien. C'est énorme et vous n'avez aucune possibilité de le splitter, sauf si vous créez un pom parent. Alors après, voilà, on sait que les pom parents, c'est un problème. Et puis, bon, on sait que l'héritage simple, bon, ça a des problèmes aussi. Parfois, on aimerait bien faire des trucs qu'on faisait dans Dante, genre, non, mais moi, je veux inclure là, un petit truc, là. C'est quand même plus propre. Alors après, vous pouvez faire des magies avec des CSLT pour générer votre pom.xml, hein, je ne vous interdis pas de le faire. Si vous êtes masochiste. Donc, la leaking instruction, pour moi, qui est là-dedans, c'est le descripteur, le pom.xml. Il sert à la fois pour décrire ce qu'est votre build et ce qu'est le résultat de votre build. Il sert à la fois à décrire comment vous construisez votre artefact et comment il doit être déployé. C'est quelque chose qui n'est pas bon du tout. C'est vraiment le gros souci de Maven pour moi. C'est-à-dire que construire les artefacts, c'est une chose, les déployer, c'est une autre. Et les deux concepts devraient être distincts. C'est exactement ça que vous avez dans Gradle. Ils ne sont pas méchants, ils ont quand même fait un plugin Maven dans Gradle, qui permet de faire du déploiement avec du pom.xml. Donc un exemple de ce que c'est une convention dans Gradle, c'est ce qui a été fait par les développeurs de Google pour faire du développement des applis Android. Donc ils sont passés, je ne sais plus quel était le système avant, enfin bref, ils ont énormément critiqué Maven et leur ancien système. Et en gros, ils ont dit, heureusement qu'on a Gradle, on peut enfin faire ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est quoi? C'est de dire, en fait, quand on fait une build Android, on a un problème, c'est qu'on a plein de devices, ils n'ont pas forcément le même CPU. Donc ça fait déjà une combinatoire de trucs à générer. Je vais avoir un APK pour tel CPU, un APK pour tel autre, enfin les archis matériels. Ok, c'est bon. Ça, je sais gérer avec Maven. Je peux faire. Mais derrière, j'ai un truc encore plus compliqué. Non seulement j'ai ça, mais moi, mon appli, j'ai une version payante, j'ai une version gratos, j'ai une version debug, j'ai une version release, j'ai une version test avec machin pour mes pré-bêta-testeurs qui vont aller vérifier que tout va bien. Donc j'ai une énorme combinatoire d'APK qu'il faut que je génère. Et ce qu'ils ont fait dans Gradle du côté de Google, c'est de construire un plugin qui va faire tout ça. Donc en fait, en ayant accès au modèle de build, ils construisent toutes les tâches nécessaires pour générer la combinatoire de tous ces APK. Donc là, voilà, on déclare, on dit, bah tiens, j'ai un groupe qui s'appelle ARM, après j'ai x86, et puis après j'ai un groupe qui s'appelle Free, PED, etc. Et puis on peut déclarer, donc là en fait, ça va inclure uniquement les choses qui sont dans tel package, etc. Et grâce à ça, bah, ouf, ça génère toute une combinatoire d'APK pour vous. Il n'y a rien à faire. Donc en fait, à partir d'un fichier de build, vous avez un artefact. Une convention qui est extrêmement rigide dans Maven. Maven, il vous dit un pom.xml, un artefact. Après, vous allez me dire, non, il y a les classifieurs. Les classifieurs, c'est pas ça. C'est pas un artefact, c'est un artefact secondaire, un classifieur. Alors parfois, on a un artefact primaire qu'on veut générer à partir de la même build. Donc Gradle, c'est polyglotte. Ça veut dire quoi, polyglotte? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans vos projets, il y a moins en moins de projets qui n'utilisent plus qu'un seul langage. Alors, évidemment, moi, je peux parler Groovy. Il y a certains d'entre vous qui font du Scala.
Il y en a sûrement beaucoup plus qui font du JavaScript et qui sont habitués, par exemple, à utiliser des outils comme Grunt, etc. Donc on a plein de langages à manipuler. Après, il y en a quelques-uns qui font du Golo, peut-être. Mais Gradle, en fait, il ne va pas imposer derrière le fait que ce que vous bâtissez, c'est une application Java. Vraiment, le cœur de Gradle, c'est une API de build. Et donc derrière, il y a des plugins pour chacun des langages. Donc il y en a un pour Java, un pour Groovy. Donc ces quatre-là sont fournis de base dans la distribution Gradle. Donc vous pouvez compiler du Java, du Groovy, du Scala, du C++. Les autres, ce sont des plugins de mémoire et parfois ce sont des plugins qui sont contribués juste par des contributeurs externes. Et donc un projet Gradle, il ne faut pas croire que ça vous limite à compiler du Java, quoi. Donc c'est pas parce que vous faites du Scala que vous allez faire du SBT. Ou voilà, enfin, il y a une tendance aujourd'hui qui est un petit peu malsaine, c'est de dire j'ai un langage, un outil de build. Ça n'a aucun sens, quoi. Une application, c'est un bloc, donc il faut un outil qui sait tout faire. Après, il peut appeler des composants natifs, c'est pas le problème. Mais votre build, il faut qu'elle soit cohérente et qu'on sache exactement où sont les informations à trouver. Donc pour vous montrer un petit peu comment, avec Gradle, je peux manipuler concrètement ce modèle au runtime, on va comparer la façon dont on peut générer des jars avec Maven et avec Gradle. Donc ça, c'est produire un jar des sources avec Maven. Je pense que beaucoup d'entre vous le font. D'accord ? Donc quasiment toutes vos builds, vous avez ça. Eh ben, j'applique le plugin Maven Source Plugin qui va s'attacher à une certaine phase d'exécution dans le lifecycle. Et puis, si par malheur vous avez 2 ou 3 plugins qui s'appliquent à la même phase, vous essayez de changer. Tiens, peut-être que ça va marcher. Ah non, ça pète tout. Bon, donc voilà, vous faites ça. Mais ça marche. Ça y est, j'ai mes sources, j'ai mon jar de sources. Ouais. Puis là, comment je fais ça avec Gradle ? En fait, je déclare une tâche. Task. Donc Gradle a la notion de tâche comme Ant avait une notion de tâche. Donc il y a une notion de lifecycle, mais le lifecycle est conçu à partir des tâches. Donc j'ai défini une tâche qui s'appelle source-jar, et je dis ça produit un jar. Donc le classifieur, c'est le fameux classifieur en même sens que Maven, donc tiret source. Et derrière, j'ai ça, qui est super important. Je dis from sourcesets.main.allSource. Donc là, qu'on me dise que c'est du code, je veux bien, mais c'est ultra déclaratif. C'est dans mes ensembles de sources, je prends celle qui s'appelle main et je veux dedans toutes les sources. Donc les sources les ressources par exemple et les sources Java. Mais si j'avais un Scala ou un Groovy, j'aurais aussi ces sources dedans. Donc derrière, le all source, c'est juste une façon de dire tout ce qui est dans ce sous-ensemble main. Donc ça, c'est une spécification. Et en fait, dans Gradle, tout est réutilisable. Donc vous pouvez définir ça comme étant une spécification de source et réutiliser ça dans une autre tâche et composer des spécifications. Donc là, on va faire toc-toc, mais ouais, c'est bien. Alors moi, ça y est, j'ai mes jars des sources, mais dedans, je n'ai pas mes tests. J'aimerais bien que tu me produises un jar de test source. Pas de problème. Donc je fais un test source, et puis je rajoute, voilà, au lieu de main, c'est test. C'est simple. Ok. Mais maintenant, moi j'ai des tests d'intégration, mais ils ne sont pas dedans. Ah. Bon, on va faire un tech test. Donc là, j'ai fait 3 tâches. Mais je vois quand même qu'il y a un truc bizarre, là. Je suis en train de répéter du code quand même. Bon, ok. Est-ce que je peux pas faire mieux ? En fait, le seul truc qui change à chaque fois, c'est le classifieur et puis ça, quoi. Ouais, mais en fait, Gradle, il me donne accès au modèle. Donc, je devrais pouvoir faire quelque chose de plus malin. En fait, je vais dire, je vais parcourir tous mes sources sets, et puis pour chacun d'entre eux, je vais générer le jar des sources. Donc, je vais boucler dessus, et là, je fais création dynamique d'une tâche. Donc je suis en train de concevoir ma build, et en fait ma build c'est de dire, pour tous mes sources sets, je peux créer un jar de sources.
Donc après, je colle un classifieur source si c'est pas le principe. Si c'est le principal, je veux que ça s'appelle -source. Je veux pas que ça s'appelle -main-source. Bon, on s'en fout un peu. Et puis derrière, en fait, là, je crée juste dynamiquement mon classifieur. Et puis en fait, la source qui est là de ma spec, c'est le set qui est là. C'est clair pour tout le monde? Donc en fait, ça, au moment où je fais ma build, j'ai accès au modèle et je peux créer dynamiquement des tâches. C'est super puissant. Parce que parfois, c'est exactement ça que vous avez besoin. Et vous avez envie, par exemple, de générer des choses spécifiques en fonction des artefacts que vous produisez. Par exemple, je produis un jar et il faut que j'envoie un mail à mon boss que le jar est prêt. Bon, en fait, tu pourrais dire, une fois que le jar est créé, tac, hook, envoie un mail. Parce qu'il aime bien être au courant, votre boss. Donc j'avais cette notion de source set. C'est bien, mais source set, ok, mais comment ils sont créés ces source set? Mais mon fameux plugin Java, là, qu'est-ce qu'il fait? Il définit cette convention. Il dit, j'ai une convention qui fait que dans mes source sets, j'en ai deux qui sont créés par défaut. Un qui s'appelle main, un qui s'appelle test. Mais je n'ai pas un tech test dedans. Parce que les tests d'intégration, en fait, il y a plein de façons différentes de les faire et il n'y a pas encore vraiment de standard sur la façon de le faire. Donc vous trouvez de la doc sur comment vous devriez coller vos tests d'intégration, mais souvent, le problème avec Maven, c'est que vous n'avez pas de séparation claire entre les tests unitaires et les tests d'intégration. Alors, on peut essayer de le faire plus ou moins bien, mais parfois, on voudrait que nos tests d'intégration, par exemple, ne dépendent pas du class-pass du test. Et la seule façon de le faire, c'est d'avoir les tests d'intégration dans un projet différent, pour ne pas hériter du class-pass. C'est un peu pénible. C'est pénible parce que du coup, tu es obligé de restructurer ton projet par rapport à ce que te fournit l'outil. Bah non, quoi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que mes tests d'intégration ils soient là, je veux que le class-pass soit ça. Je veux pas que l'outil m'embête, quoi. Enfin, c'est pas le but. Donc en fait, Gradle, il vous dit, ok, je déclare ce que c'est que mon intake test, donc ça va être un source set. Et puis derrière, en fait, mon plugin Java, il définit que j'ai ça. Donc j'ai java.srcdir. Je dis où je dois trouver mes intégrations test, et j'ai fini. En faisant ça, je viens de lui expliquer à Gradle où je dois trouver mes tests d'intégration, et en particulier où sont mes sources Java pour ces tests d'intégration. Donc pareil, je lui dis où sont mes ressources, et puis là, je peux lui expliquer ce que c'est que ce fameux class-pass. Alors chez moi, dans mon cas, en fait, mon class-pass des tests d'intégration, ça va être le résultat de la build des artefacts principaux de mon projet, et derrière, je rajoute explicitement le class-pass de test. Donc dans ce cas particulier, j'ai envie que le class-pass des tests d'intégration, ça soit le même. Mais ce n'est pas forcément le cas. Ça dépend. Des fois oui, des fois non. Donc vous avez le choix, vous pouvez déclarer. Et puis donc j'ai bien la séparation entre ce qui est nécessaire pour compiler et ce qui est nécessaire pour exécuter. Et donc là, par exemple, pour y rajouter des dépendances. Donc derrière, j'ai la notion de configuration qui est liée à ça. Donc j'ai déclaré où je dois trouver mes sources, mais après, il faut quand même que je lui explique comment je dois compiler et donc lui expliquer que ça hérite des conventions de test compile et test runtime. Parce que ce sont des tests, donc par exemple, il va vouloir faire du scanning automatique des classes de test pour aller exécuter vos classes de test. Donc ça, c'est défini dans test compile, comment on doit faire ça. Ça va jusqu'ici? Ok. Alors, je vais auto-troller Gradle, c'est formidable. En fait, il y a pas mal de gens qui ont reproché à Gradle d'être lent. C'est vrai, Gradle était lent, mais ça ne l'est plus. Donc la preuve, c'est que ce tableau-là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Zero Turnaround qui l'a produit. Donc ils ont fait des tests avec tout un tas de différentes configurations. Donc j'ai sorti 2 tableaux, mais je les ai choisis comme ça, mais ils sont tous à peu près pareils, je ne triche pas. Donc Gradle, en gros, est toujours soit plus rapide, soit sensiblement la même vitesse que n'importe quel autre système de build, donc en particulier Maven et Ant plus Ivy, à une condition. Ça, c'est vrai uniquement si vous utilisez le --daemon. Alors qu'est-ce que ça fait ce --daemon?
C'est en fait quand vous lancez le process, il y en a déjà un qui est en mémoire, qui est prêt, qui est déjà initialisé avec une JVM prête, des classes initialisées, le modèle qui est prêt, chargé dedans, donc il est voilà, starting block. Et à chaque fois que vous lancez une build, tac, il y a un autre process qui va se mettre en attente pour que vous en lanceriez une autre derrière. Donc ça lui permet de gagner du temps. Ok. Donc maintenant, pourquoi vous n'allez pas revenir en arrière? Moi, une des features qui m'a intéressé le plus dans Gradle, c'était que les builds sont incrémentales. Levez la main ceux qui font systématiquement MVN clean quelque chose. Merci. Vous n'avez pas le choix, parce que si vous ne faites pas ça, les artefacts sont pourris. Hein, c'est clair, ça ne marche pas. Vous êtes tout le temps obligé de faire un clean dans Maven. Pourquoi vous êtes tout le temps obligé de faire un clean? Parce qu'en fait, vous n'avez aucun moyen de vraiment lui expliquer ce que sont les entrées-sorties des différentes tâches et comment elles interagissent entre elles. Gradle vous fournit une API pour faire ça. Et donc plutôt que parler encore, parce que je commence à perdre un petit peu ma voix, là, il faudrait que je prenne un coup d'eau, je vais vous faire une petite démo de comment ça peut fonctionner. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc on a une gestion déclarative des entrées-sorties, des tâches dans Gradle. Et cette gestion des entrées-sorties, elle est suffisamment intelligente pour gérer le parallélisme de l'exécution de vos builds. Donc, parallélisme, ça veut dire quoi? Alors effectivement, dans Gradle, on peut faire du parallélisme des exécutions des tests, mais ça, j'ai envie de dire, Maven le fait aussi. D'accord? Mais surtout, si vous avez une build multimodule, il résout les dépendances, il regarde les entrées-sorties de chaque tâche, et comme on a la déclaration des entrées-sorties et les dépendances intermodules, dans une build multimodule, il est capable de dire ces deux modules-là, je peux les builder en parallèle. Pareil pour les tâches, donc exécuter des tâches en parallèle. Et donc ce qui est prévu dans une version future de Gradle, donc probablement dans Gradle 2, Gradle 2 devrait sortir d'ici une douzaine de semaines, parce qu'il y a un cycle de release toutes les 6 semaines pour Gradle. Donc dans Gradle 2, ce qui est prévu, c'est de faire la distribution des builds sur le cloud. Donc, connaissant le modèle, en fait, il ira envoyer voilà, tout ce qui est nécessaire sur un agent pour les builder, etc. Donc ça, c'est particulièrement important dans des builds d'entreprise où parfois il faut attendre 10-15 heures avant d'avoir les résultats d'une build pour se rendre compte que dans le dernier fichier qui a été compilé, il y avait un point-virgule qui manquait et on repart à zéro. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Alors, une petite démo. Donc pour commencer ma démo, ah mince, je vais changer déjà pour commencer parce que c'est trop gros. Enfin, je pense que vous voyez bien le nom de mon PC, mais c'est pas ce qui vous intéresse. Hop. Voilà, ça va être mieux. C'est assez gros pour ceux qui s'en font? Parfait. Donc je vais commencer juste ma démo par un truc que je trouve aussi très très intéressant dans Gradle et que Maven devrait copier. C'est le Gradle Wrapper. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que le Gradle Wrapper? Ok. Donc qu'est-ce que c'est que le Gradle Wrapper? Généralement, donc, vous avez un projet, vous téléchargez les sources, c'est un fichier pom.xml, vous lancez MVN et ça ne marche pas comme sur le PC du copain. Alors ça ne marche pas pourquoi? Parce que vous avez deux versions de Maven différentes. Et ouais, c'est le problème. Donc Gradle a résolu ce problème en faisant quoi? En faisant un wrapper. Donc quand on initie un projet, dedans, il crée un petit bash, un petit bat, enfin le machin pour celui qui va builder sous Windows, celui pour Linux, etc. Et ce petit truc-là, il a un petit fichier descriptif qui va lui dire c'est telle version de Maven de Gradle qu'il faut utiliser. Donc il va le télécharger si vous ne l'avez pas déjà sur votre poste. Et il va se charger de lancer la build avec cette version précise de Gradle. Donc c'est pas parce qu'en local vous avez installé un Gradle 1.12 et que là vous récupérez des sources qui sont en Gradle 1.7, vous lancez, ça plante, c'est pas cool, mais en faisant avec le Gradle Wrapper, comme ce que vous lancez c'est pas Gradle quelque chose mais Gradle Wrapper, ça utilise la version qui a été déclarée dans le projet. Donc comment je crée un projet qui contient ce wrapper? C'est tout bête. Tiens, je vais d'abord créer un petit sous-dossier pour éviter quand même de... Hop. Donc je vais faire... Là j'ai Gradle, une ligne de commande Gradle, toute bête. Donc je pense que si je fais un tiret intégral version,
Je suis en 1.11, OK. Donc la dernière version. Et je vais faire un Gradle init. Et donc là, on voit qu'il a fait une petite tâche. Donc là, c'est la liste des tâches, une tâche qui s'appelle wrapper. Et donc ce que ça m'a généré derrière, ça m'a généré un proto build.gradle, un dossier Gradle qu'on verra, plus les fameux fichiers GradleW. Donc ça, c'est le wrapper. Et donc maintenant, si je vais dans ce dossier Gradle, on va essayer tiens, avec Nano. Ah. Donc dedans, j'ai un sous-dossier wrapper et j'ai un fichier descriptif qui s'appelle gradlewrapper.properties. Voilà. Et donc ici, j'ai l'URL où il est censé télécharger Gradle Wrapper. Donc ça, c'est commité. C'est dans votre arbre de source. Vous ne committez pas la distribution Gradle, vous committez le wrapper. Donc c'est 40 kg, on va dire, peut-être même moins. Et dedans, il y a suffisamment d'informations pour qu'il se bootstrap qu'il a été téléchargé Gradle si vous ne l'avez pas déjà en local. Et donc vous êtes certain que si vous utilisez le wrapper, vous utiliserez la même version que celui qui a conçu le projet, ou qui a bossé dessus, ce qui est ultra important. Donc j'ai envie de dire, si vous faites de l'open source et que vous utilisez Gradle sans utiliser le wrapper, vous faites une erreur. Utilisez le wrapper tout le temps. Le wrapper a un deuxième intérêt, c'est que cette URL-là, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Donc en particulier, si vous êtes derrière un firewall d'entreprise, vous pouvez utiliser un cache local et le télécharger. Troisième intérêt, Gradle a la notion de plugin. Et les plugins, vous pouvez les télécharger, par exemple, sur des repos locaux ou sur un disque partagé, etc. Et pour faire ça, vous pouvez avoir envie de faire une distribution custom de Gradle qui contient ces plugins. Et donc la télécharger en entreprise. Et donc, en fait, on établit des conventions d'entreprise juste en utilisant une version Gradle spécifique à votre boîte. Donc, dedans, il y a déjà les plugins qui sont bundlés. Donc c'est super important, vraiment dans le cadre de build d'entreprise, où il y a des conventions établies, des plugins qu'il faut appliquer, etc., etc. Notamment parce que Gradle, quand il exécute une build, il va chercher un petit fichier Gradle par défaut, qui est dans votre home ou dans la distribution Gradle, où on peut appliquer des plugins par défaut. Donc si vous avez une distribution custom avec ça dedans, c'est nickel. Alors, pour revenir à ma petite démo, que je n'ai pas faite encore. Donc là, je suis parti sur l'idée de faire un checksum. Je vais descendre un petit peu. Un checksum de mes fichiers de source, de test, de mes fichiers de recherche, de ressources de test, pardon. Non, d'ailleurs, c'est pas les tests, mais enfin, c'est brave, vous voyez l'idée. Donc là, je définis une tâche qui s'appelle checksum, et puis dedans, en fait, j'appelle ant.checksum. Ah, intégration Gradle ant. En fait, tout ce que vous pouvez faire dans ant, vous l'avez directement dans Gradle via cette syntaxe builder. Donc tout est directement accessible, et c'est en plus plus joli et plus lisible. Donc s'il manque quelque chose à Gradle et que ça existe dans ant, hop, c'est tout bénef, vous l'avez gratuit. Donc l'intégration va même suffisamment loin pour pouvoir utiliser directement des fichiers build.xml dedans. Ça marche. Donc là, en fait, ils n'avaient pas besoin d'inventer une tâche checksum, ça existe déjà dans ant. Donc là, je définis ma source, OK, et puis la sortie, c'est buildir. Très bien. Deuxième étape, parce que je vais quand même pas faire ça pour tous mes fichiers, c'est un peu lourd, quoi. Alors, je vais faire pareil, il faut que je change de présentateur à chaque fois. Hop. Allez, reviens en mode full screen, s'il te plaît. Yes. Ma deuxième étape, hop. C'est quoi ma deuxième étape? C'est déclarer ces fameuses entrées-sorties. Quand je fais ça, inputs.filetree, je suis en train de dire à Gradle, en fait, ce que consomme ma tâche, c'est ce qui est dans ce dossier-là. Alors là, pour l'instant, c'est un fichier, mais bon. L'idée, ça peut être un dossier, donc récursif. Filetree, c'est récursif. Et ce que ça produit, c'est mon checksum. En faisant ça, j'ai quelque chose d'assez intéressant qui va se produire. Alors, effet démo ou pas effet démo, on va voir tout de suite. Donc je vais d'abord vérifier que j'ai pas de dossier, voilà. Donc je vais effacer je vais faire un Gradle
Alors moi j'ai un alias pour un point Gradle W, parce que c'est pénible à écrire à chaque fois, voilà. Donc je fais GW. Mais bon, là pour la démo, je vais utiliser Gradle. Donc je fais Gradle clean, il devrait me virer le dossier build, si tout se passe bien. Ah oui, j'ai pas fini le fichier de build. Donc Gradle-B. Donc par défaut, il cherche un fichier qui s'appelle build.gradle, mais sinon vous pouvez lui fournir un autre fichier, il n'y a pas de problème. Non, il aime toujours pas. Ah, oui, c'est parce que j'ai pas le plugin Java. Bon, allez, c'est pas grave, c'est pas le principal, c'est pas ce que je voulais montrer. Hop. Donc là, je vais exécuter ce fichier-là. Donc il faut quand même que je lui donne la tâche que je vais exécuter. Checksum. Build successful. Ok, je le relance une autre fois. Build successful. Tout va bien, sauf qu'il m'a exécuté la tâche une deuxième fois. Donc ce que j'ai fait en fait dans mon checksum 1, c'est que je lui ai décrit ce que c'était que mes entrées-sorties. Donc là je le refais avec ma version qui décrit les entrées-sorties. Ah, qu'est-ce qu'il me dit cette fois? C'est l'effet démo. J'ai dû bidouiller un truc avant de faire. Voilà. File tree. Ah, c'est parce que j'ai mis file tree au lieu de file. Je trouve ça bizarre aussi. Pourquoi personne ne m'a corrigé? J'ai essayé de faire le malin en disant je sais, mais en fait non, je ne savais pas. Hop, c'est file. Voilà, donc la première fois, il exécute la tâche. Et la deuxième fois, up to date. Donc là, en fait, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas besoin de la refaire une deuxième fois. Parce que je lui ai décrit ce que c'était que mes entrées-sorties. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment formidable, parce que comme on a tous quelque chose de custom à faire dans nos builds, on n'a pas envie de tout reconstruire à chaque fois. On a besoin de lui expliquer, ok, mon truc qui est là, mon bout de code qui est là, il fait quelque chose, mais au bout du compte, ce qu'il prend en entrée, c'est ça. Ce qu'il en sortie, c'est ça. Et si les entrées ne changent pas, il n'y a pas de raison que la sortie bouge. Si la sortie a disparu, tu régénères. Ouais, mais plus déclaratif. Hop. Alors, bon là c'était quand même assez moche, hein, parce que je fais ça que pour un fichier. Hop. Qu'est-ce que je vous ai réservé pour celui-là? Donc c'est là que j'ai appliqué le fameux plugin Java, parce que c'est lui qui fournit la tâche clean. Alors, combien il me reste? Ouais, 8 minutes, ça passe vite. Il y a tellement de choses à raconter sur Gradle. Donc là, j'ai appliqué le plugin Java juste parce que je voulais hériter de la tâche clean qui, voilà, par défaut, va chercher dans build. Donc ce que je fais maintenant, c'est dire ma tâche checksum, en fait, elle déclare non plus un fichier en entrée, mais ça. Donc ma spécification de ce que sont les sources. Et derrière, la sortie de ce truc-là, ça va être l'ensemble du dossier checksum dans buildir, mais bien récursif, donc de tout ce qu'il y a dedans. C'est important parce que si on fait juste le dossier, si on fait juste file, checksum, il va juste vérifier que le dossier a été créé. C'est pas ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est le contenu. Donc le do last, là, c'est juste dire, au moment où la tâche s'exécute, voilà ce qui est fait. Donc il y a do first, do last, ça vous donne la possibilité de faire quelque chose au début et à la fin, c'est pareil. Parce qu'en fait, ce qui est au-dessus, ici, c'est du déclaratif de ce qui est censé faire votre tâche. Donc Gradle fonctionne avec 2 cycles. Un cycle préparation, enfin 3, pour simplifier, je vais juste parler des 2. Un cycle préparation de ce qu'est le modèle de tâche. Donc là, quand je créais des tâches dynamiques tout à l'heure, c'est là qu'il va générer son modèle de tâche. Une fois qu'il a généré ça, vous avez des hooks qui vous permettent, vous, de bidouiller ce qui se passe là-dedans. Donc si par exemple, il n'y a pas moyen, vous n'arrivez pas à déclarer correctement vos entrées-sorties parce que c'est très complexe et il vous embête parce qu'il vous recompile à chaque fois le truc, vous pouvez inspecter l'arbre de tâches qui a été généré et dire mais non, en fait, c'est là, hop, j'en veux pas. Et l'enlever avant qu'il exécute vraiment. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça qui sont assez rigolos. Et donc là, ce que je fais dans le do last, c'est de dire en fait, pour tous mes dossiers ressources, je vais aller regarder si c'est effectivement un dossier et puis créer. Donc là, c'est
C'est juste des API qui permettent de faire la résolution de passes relatifs, etc. Mais en gros, l'idée, c'est que mon checksum, je vais l'appliquer sur tous mes sources, donc tous mes fichiers sources, au lieu de juste de l'appliquer sur celui que j'ai déclaré qui s'appelait file.txt. C'est rigolo, mais bon, à la fin, c'est un peu pénible quand même. Donc, juste pour montrer ça en action. Donc là, normalement, si je fais ça, hop, et que je fais un clean, j'ai plus mon dossier build derrière. Je devrais faire avec le daemon pour vous montrer la différence. Hop. Donc là, je vais enclencher, je vais juste mettre daemon. Donc le daemon, vous n'êtes pas obligé de passer par le -daemon, il y a aussi une variable d'environnement qui peut vous dire utiliser tout le temps. Voilà, donc là, au lieu de faire clean, je vais faire checksum. Hop, je vais voir dans mon dossier build checksum. Et là, j'ai mes 2 fichiers, mais j'en ai aussi un 3e qui était dans un sous-dossier. Alors qu'auparavant, je générais qu'un seul fichier. Bah non, d'ailleurs, il faut que je vous montre que si je fais ça une 2e fois, ça va être up to date. Non, ça ne l'est pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Si, up to date. Moi, je sais pas, j'avais dû faire un truc bizarre. Ah bah non, c'était la première fois que je lançais. Ok, donc up to date, ça marche. Bon, il me reste que 4 minutes, donc je vais zapper la dernière partie de ce truc-là. Juste vous montrer ce que peut faire aussi Gradle, mais revenir au slide rapidement. Hop. Ah mince, non, reviens. Heureusement, j'ai pas beaucoup de slides. Yes, la fameuse résolution de dépendance. Donc là, c'est comment vous pouvez vous plugger dans le système de gestion de dépendance. Donc par exemple, pour dire que si j'ai Hibernate qui vient, je ne sais pas trop d'où il arrive, que vous, le truc qui est validé, c'est la 355 final, ben en fait, vous pouvez dire, quel que soit ce que me ramène tout l'arbre de dépendance, je remplace systématiquement par telle version. Donc là, c'est vraiment, ça c'est un exemple basique. Après, les exemples plus intéressants, c'est ce genre de choses, c'est de dire, vous, dans votre entreprise, vous avez des versions qui sont validées, mais vous utilisez des projets open source qui n'utilisent pas ces versions validées. Les projets open source, ils ont toujours tendance à utiliser des versions super récentes, etc. Donc là, en fait, pour dire, si j'ai trouvé dans mon fichier une version qui s'appelle -default, je vais aller regarder un web service interne de ma boîte, n'importe quoi, qui va me dire, pour tel artefact, eh ben, c'est telle version qui doit être utilisée. Un 3e, c'est de dire, en fait, ben, voilà, tous mes projets ils me ramènent Log4j, mais moi, ce que j'utilise, c'est CLF4j. Et ben, en fait, si j'ai cette dépendance qui est ramenée, ben, je la remplace par celle-là. J'ai résolu tous les problèmes que j'avais. Donc, il y en a qui font du DevOps, là. Hop, rapidement, 2 minutes. Donc, une des questions que, bon, je vais zapper ce slide-là, mais juste pour montrer ça, Gradle va plus loin aussi, parce que quand on fait des tests fonctionnels, c'est bien, mais c'est compliqué à mettre en œuvre, et donc généralement, il faut par exemple des machines virtuelles et tout ça. Donc dans Gradle, vous allez avoir effectivement des plugins qui vous permettent de faire ça, et donc vous allez construire une image de machine virtuelle, et puis derrière, vous allez l'approvisionner, je sais pas, chez Amazon, etc. Donc vous allez pouvoir, via des plugins, automatiquement lancer ces VM, aller exécuter vos tests fonctionnels, et planter votre build si les tests ne sont pas validés. Donc en gros, souvent la question c'est de dire pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire du Vagrant ou du Docker directement dans mon build Gradle. C'est parce que ça sert pour vos tests, quoi. On essaye de réduire au maximum ce qui doit être fait par l'humain. Donc en gros, à la fin, ce qui doit rester, c'est juste les tests humains, donc le user validating, quoi. Tout le reste doit être automatisé. Donc lancer une VM, construire une VM, tout ça peut se faire depuis Gradle. Donc il y a pas mal de plugins pour ça. Bon voilà, bah, du coup je zappe ça. Donc si vous cherchez des infos sur Gradle, il y a le site, mais ce bouquin, donc j'en ai un exemplaire ici s'il y en a qui veulent jeter un œil. Celui-là c'est vraiment la référence, Gradle in Action. 1 minute pour les questions. Oui. Oui. Oui, donc la question c'est pour intégration continue, donc oui effectivement, bah, il y a des plugins pour Jenkins, nous pour Groovy on utilise TeamCity, on est super content de TeamCity d'ailleurs. Et puis en fait ce qui est facilité c'est si vous utilisez le wrapper,
encore une fois, c'est trivial parce que du coup, ça devient ligne de commande, le build runner. C'est-à-dire que vous collez le wrapper avec ses paramètres et en fait, votre CI, il va télécharger Gradle. Donc voilà, pour ça, c'est nickel. Oui. Juste pour bootstrapper un projet, mais sinon, il n'y a même pas besoin. Hein. Si vous téléchargez un projet open source qui a le Gradle wrapper, ça y est, vous récupérez une version de Gradle locale. Il contient tout ce qu'il faut pour télécharger. Voilà, j'ai passé tout mon temps. Merci beaucoup.